Voilà, bonjour, je suis Christiane Rolando et je vais vous parler de Lu Xun. Alors pourquoi Lu Xun? Lu Xun, c'est un écrivain chinois qui est né en 1881 sous l'Empire Qing, c'est-à-dire de l'Empire Qing 1644 à 1911, et il va vivre une époque décisive et troublée. Il meurt en 1936 alors que s'affrontent le Parti communiste chinois et le Kuomintang. Il est considéré comme l'écrivain chinois emblématique de sa génération. C'est un esprit libre et sans concession. C'est un intellectuel intrépide, un poète, patriote au grand cœur, épris de liberté et féministe. Il est considéré comme le père de la littérature chinoise moderne. Un petit contexte historique. À la fin du XIXe siècle, la Chine est humiliée. Son territoire est dépecé. Il y a eu 2 guerres de l'opium plus une guerre sino-japonaise. Des guerres qui montrent le retard technologique pris par l'Empire. La corruption est généralisée et de nombreuses révoltes éclatent, en particulier celle des Taiping et des boxeurs. Bon, on revient à Lu Xun. Il est né donc en 1881 à Shaoxing, qui est une petite ville de Zhejiang, qui est connue essentiellement pour son vin jaune et pour être le berceau de lettrés célèbres. Il est né dans une famille de lettrés flambant les livres. Il fréquente là une école privée où il reçoit une éducation traditionnelle basée sur Confucius et les classiques. À la campagne, il joue avec les petits paysans, il apprend à chasser le blaireau, il pêche, il fait des escapades sur l'eau et il racontera tout cela dans ses souvenirs. En 1894, le grand-père, qui est un haut fonctionnaire, est impliqué dans une affaire de trafic d'influence. Il risque la peine de mort et finalement il écope d'un emprisonnement. Mais tous les biens de la famille sont saisis et d'un coup c'est la misère. Le père de Lu Xun, gravement malade, sa mère doit vendre petit à petit bijoux et vêtements. Le père meurt en 1896. Lu Xun nourrira un grand ressentiment envers les médecins incapables et cupides qu'il dénoncera dans différentes nouvelles et essais. Adieu l'école privée. En 1898, il va étudier à Nankin et il fait d'abord l'école navale, puis l'école des mines et des chemins de fer, 2 écoles où les frais de scolarité sont gratuits. Par contre, il va accéder aux sciences, la physique, la chimie, la géologie, et il aura des premiers contacts avec la littérature occidentale et le monde ouvrier, en l'occurrence des mineurs. Après l'épisode des 100 jours en 1898, alors les 100 jours, qu'est-ce ? C'est une tentative de moderniser et de réformer le vieil ordre impérial. La Chine, consciente de ses retards, essaie une ouverture vers les sciences et techniques occidentales et envoie ses meilleurs étudiants dotés de bourses se former à l'étranger. Lu Xun se retrouve au Japon et les 2 premières années de son séjour seront consacrées à l'étude du japonais. Après le japonais, il choisit de s'inscrire en médecine à l'université de Sendai, qui est près de Fukushima. En 1903, sa mère le fait prévenir qu'elle est très malade et qu'il doit rentrer d'urgence à Shaoxing. En fait, lorsqu'il arrive, c'est pour assister à son propre mariage. Sa mère a eu recours à une entremetteuse pour lui trouver, ou plus exactement lui acheter une épouse. Celle-ci est illettrée et a les pieds bandés. Réaction de Lu Xun, piégé mais fils respectueux. C'était un cadeau de ma mère, je ne pouvais pas le refuser, mais l'amour, je ne sais pas ce que c'est. Toutefois, un homme droit, il a évité à son épouse la honte d'un renvoi et toute sa vie, il va assurer la subsistance de cette femme. Un grand sacrifice donc accordé à la tradition. Mais il retourne très vite, je crois le lendemain ou le surlendemain au Japon, continuer ses études. Un jour de 1906, à la fin d'un cours, il assiste à la projection d'images d'actualité sur la guerre russo-japonaise. Il s'agit en fait de l'exécution publique par des Japonais d'un espion chinois devant des Chinois venus au spectacle. Et ces Chinois assistent passivement au malheur des autres et c'est un vrai spectacle public. Lu Xun désigne cette attitude du terme péjoratif de culture de badaud et on pense maintenant à la réaction de nos contemporains témoins d'un accident. Chacun dégaine son smartphone pour photographier la scène, mais aucun ne va porter secours. La réaction de Lu Xun est assez violente. Si un peuple ignorant et stupide, plein de force et de santé, n'est bon qu'à se laisser tuer pour servir d'exemple à la foule ou à assister à un aussi lamentable spectacle, le laisser mourir de maladie n'est pas un si grand malheur après tout.
La première chose à faire est de changer sa mentalité. Or, comme je pensais que le meilleur moyen pour influencer les esprits était la littérature, je décidai de lancer un mouvement littéraire et il abandonne sa médecine. Une petite parenthèse historique à propos de la République de Chine. Entre 1895 et 1911, de nombreux soulèvements armés qui ne visent pas uniquement à renforcer le pays, mais à changer l'ordre social et fonder une république. La cour impériale s'avère bien entendu incapable de répondre à la gravité de la situation. Et le 10 octobre 1911, soulèvement de Wuchang, c'est une rébellion conduite par des officiers de la nouvelle armée et qui signe le départ de la révolution. Les provinces passent l'une après l'autre sous le contrôle des insurgés. Le 1er janvier 1912, la République de Chine est proclamée à Nankin avec Sun Yat-sen comme président provisoire, avec 3 principes: le nationalisme, la démocratie et le bien-être du peuple. L'empire est aboli, mais le nouveau système fonctionne avec le même personnel, de sorte que les mandarins deviennent bureaucrates. Le Premier ministre, Yuan Shikai, qui avait été à la solde de l'Empire, exerce un chantage. Soit Sun Yat-sen lui laisse la présidence de la République, soit il déclenche simplement une guerre civile. Puyi, le dernier empereur, abdique le 12 février 1912 et c'est un terme au règne de la dynastie Qing et de l'Empire de Chine. Le gouvernement devient de plus en plus dictatorial. Yuan Shikai va même jusqu'à vouloir se faire nommer empereur, mais il meurt en 1916 et le pouvoir central s'écroule. La jeune république glisse rapidement dans l'anarchie et le chaos. Les commandants militaires régionaux, que l'on appelle seigneurs de la guerre ou qu'on devrait plutôt appeler les seigneurs du désordre, se taillent des fiefs qu'ils rançonnent à outrance. Sun Yat-sen, en 1912, avait fondé le Kuomintang, qui était à l'origine un parti démocratique et socialiste modéré. Voilà. Dans le gouvernement provisoire instauré par Sun Yat-sen, Tsai Yuanpei, qui est aussi originaire de Zhejiang comme Lu Xun, devient président de l'université de Pékin et il introduit le libéralisme en donnant la liberté d'expression pour toutes les écoles de pensée et il va recruter un corps professoral de qualité en faisant appel aux meilleurs intellectuels de toutes les tendances. Lu Xun est d'abord engagé comme fonctionnaire chargé de la protection du patrimoine, puis il est nommé professeur de littérature à l'université de Pékin et à l'école normale supérieure de jeunes filles. À nouveau, un petit rappel historique à propos du mouvement du 4 mai 1919. Le traité de Versailles, qui signe la fin de la guerre de 14, favorise le Japon au détriment de la Chine, malgré le fait que la Chine avait envoyé des renforts à l'armée française. La Chine, bien entendu, se sent à nouveau spoliée par les puissances étrangères et ce point du traité provoque immédiatement l'indignation populaire. Des centaines de groupes, depuis les villes de Chine et les communautés chinoises d'outre-mer, envoient à Paris des télégrammes de protestation. Un vent de révolte soulève l'intelligentsia chinoise. C'est le mouvement du 4 mai, qui aura pour effet notable de pousser le gouvernement chinois à refuser de signer en juin le traité de Versailles. Donc, le 4 mai 1919, 3000 étudiants se réunissent pour manifester à Pékin, devant la porte Tiananmen, et diffusent un manifeste qui proclame « Le territoire de la Chine peut être conquis, mais il ne peut pas être donné. Les Chinois peuvent être tués, mais ils ne veulent pas être soumis. Notre pays risque sa perte. Citoyens, mobilisez-vous. » Outre le traité de Versailles, les nationalistes chinois dénoncent l'ensemble des prétentions du Japon qui visent à accroître et à pérenniser la domination japonaise sur la Chine. La manifestation étudiante entraîne une vague de réactions nationalistes à travers la Chine. Les marchands décrètent le boycott des produits japonais et une grève générale à Shanghai aboutit à paralyser toute l'économie chinoise. Devant une agitation étudiante de plus en plus forte, les seigneurs de la guerre, au pouvoir à Pékin, emprisonnent un millier de meneurs à l'intérieur de l'université avant d'être obligés de les relâcher sous la pression populaire. Guidés par de jeunes intellectuels progressistes, les étudiants dénoncent également le poids des traditions, le pouvoir des mandarins et l'oppression des femmes. Ils se montrent favorables à la modernité et aux sciences nouvelles et ils réclament que le baihua, c'est-à-dire la langue chinoise moderne, la langue parlée, remplace le chinois littéraire comme langue officielle et langue de l'enseignement.
Toutes les tentatives d'établir un secteur économique moderne ne peuvent aboutir. Et comme le dit Marie-Claude Berger, la Chine est celle des brigands qui pillent les récoltes et attaquent les convois de marchandises, celle des gangsters qui rançonnent patrons et ouvriers. Et Luxun dans tout ça. La revue Nouvelle Jeunesse est lancée en 1915. C'est dans cette revue qu'en 1918, Luxun va publier le journal Le Fou, le premier texte publié en langue parlée. La langue parlée, langue vernaculaire, le Bairoa Wen, s'oppose à la langue littéraire classique, le Wen Yen Wen, utilisée depuis la fin de la dynastie Han, c'est-à-dire en 200 après Jésus-Christ, dans la littérature, l'administration, la diplomatie. Cette langue littéraire, c'est l'apanage des lettrés et qui est incompréhensible par la majorité des Chinois. Et la langue classique va être abandonnée au profit de la langue parlée suite au mouvement du 4 mai 1919. En fait, la langue classique, c'est un petit peu comme pour chez nous le latin par rapport au français normal. Donc, pour certains défenseurs du chinois classique, le bairoa, c'est-à-dire la langue parlée, c'est la langue des tireurs de pouces et des vendeurs de fromage de Chauzat. Bon. Je vais revenir un petit peu sur les premiers écrits de Luxun, donc le journal d'un fou, qui est paru en 1918 et qui a connu un immense succès. C'est une allégorie à propos de la société cannibale, un réquisitoire contre une société où les hommes ne songent qu'à s'entre-dévorer. C'est une société qui se livre aux pires atrocités sous le masque d'une ancestrale vertu confucéenne. Et la dernière phrase de Journal d'un fou, il faut sauver les enfants, ce qui est tout à fait contraire au principe confucéen qui privilégie les vieux. Un deuxième écrit important et célèbre, l'histoire de Hatsu, qui a été écrit en 1921 et qui est un pastiche des biographies des mandarins pour un homme de rien, Hatsu, qui n'a même pas de nom, mais qui est le symbole du caractère national de l'époque. Il transforme toutes ses défaites en victoires morales. Il rassemble tous les défauts du caractère national, la duplicité, la malice, le snobisme, et sa tendance à se servir des classes sociales et des relations pour intimider les autres. Et surtout, le point capital à mon sens, c'est le mépris des femmes. Et donc, à propos du mépris des femmes, je vais vous donner quelques citations de Hatsu. « Les femmes sont des engins nuisibles à l'humanité. » Ou encore, « La plupart des mâles de Chine auraient pu devenir des sages s'ils n'avaient pas été bousillés par des femmes. » Autre chose, « Être femme, c'est se soumettre. Le seul fait qu'elle ouvre la bouche est une transgression. » À propos du mariage à l'ancienne, de l'instant où la jeune épousée est déposée sur le lit de son mari, elle n'a plus que des devoirs. Et à propos du talent littéraire des femmes et de leur ambition à écrire, le talent littéraire des femmes, dit-on, peut pour leur venir de leur relation charnelle avec des gens de sexe masculin et viendrait du fait qu'elles gardent dans leur sang, après les rapports sexuels, des principes masculins qui influencent alors leurs pensées. Parce que la littérature et la syphilis sont différentes, il n'existe pas de microbe de la littérature qu'on puisse passer aux autres par relation sexuelle. Et je m'arrêterai là pour aujourd'hui.